Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. 1000 excuses pour la précédente vidéo où apparemment le fichier lors du chargement sur YouTube a eu un problème parce que mon fichier original a bien du son, donc je vais de ce pas rectifier cette chose. C'est la troisième fois que je refais cette vidéo. Peut-être que je vais publier celle que j'ai fait avant concernant l'évolution du marché, des agriculteurs, etc. Mais le problème, c'est que ça va tellement vite et que pour l'instant, on est dans des statu quo, on est dans des compromissions qui font que c'est compliqué de savoir comment ça va finir. Est-ce que ça va finir en chaos? Est-ce que d'autres corporations vont rentrer dans le mouvement? On a déjà, on a vu les taxis, hein, là, excusez-moi du peu, mais c'est d'un opportunisme absolu. On a la RATP et la SNCF, tout du moins les syndicats CGTistes, qui ont déposé des préavis de grève jusqu'au mois de septembre. Quand je vous dis c'est opportuniste, c'est parce que voilà, ils veulent essayer d'obtenir des choses, hein. C'est ça qui est formidable, c'est tiens, parce qu'on a un corps, on a une profession qui est en train de faire une contestation, etc., mais qui est légitime, parce qu'ils se font massacrer. Ils se font massacrer par des taxes, ils se font massacrer par des normes, par des règles, etc. Et puis de toute façon, on sait que l'Union européenne veut tuer une partie, ou tout du moins toute la partie indépendante des agriculteurs dans les pays européens. Et vous avez les CGT de la RATP qui se disent ah ben on va s'incrémenter et puis on va demander encore plus d'augmentation, etc. Oh, putain. Mais ça fait peut-être partie justement de la décrédibilisation. C'est-à-dire que laisser faire suivre des syndicats de corporatisme professionnel qui sont pas les pires lotis, on va dire, qui sont qui ont quand même encore des avantages et des bénéfices comparativement à des secteurs professionnels du privé. Enfin, c'est... Voilà, ça oui, non mais c'est ça. Ça fait partie du jeu de décrédibilisation. Donc là, pour l'instant, je peux pas trop vous dire comment ça peut tourner. Est-ce que ça peut tourner en pugilat? Est-ce que ça peut tourner en confrontation? Est-ce que les CRS, etc., finalement, on va peut-être avoir un phénomène gilet jaune de version 2.0? Pour l'instant, je ne sais pas. Si ce n'est qu'il y a quand même un outil qui est non négligeable de pression sur les agriculteurs, c'est le fait qu'ils ont encore leur exploitation, ils ont leur famille, ils ont leurs dettes, etc. Et ça, c'est des outils, à un moment donné, sur lesquels on peut instrumentaliser pour obtenir des résultats qui ne sont pas très honnêtes, hein, on va dire. L'un d'entre vous m'a posé évidemment une question sur le fait de faire une vidéo sur ce qui se passe en réalité ici aux États-Unis. Alors, je vous ai déjà expliqué ce qui s'est passé avec le Texas. Là, on a Biden qui, par son administration, a demandé la suspension des exportations, je crois, du GNL ou un truc comme ça, pour essayer de faire chier le Texas. Mais il y a une autre raison, mais je me souviens plus trop laquelle. Alors oui, dans votre question, vous m'avez parlé de la Californie. Est-ce que la Californie pourrait faire sécession? Pour commencer, je veux que vous compreniez bien une chose. Ici aux États-Unis, c'est un pays où, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on dit beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est souvent du m'as-tu vu, c'est souvent je vais en mettre plein la tronche, je vais en mettre plein la vue, donc je vais faire du sensationnel, etc. Et puis en réalité pour un final qui est ridicule. On se souvient lorsque Donald Trump a été élu en 2016, il y a eu un mouvement qui s'est créé en Californie pour une déclaration d'indépendance de la Californie. Sauf que ce groupe est infime, tout petit, regroupait, je crois, une très infime portion de gens. Et puis il y a quand même, à un moment donné, évidemment, certains médias se saisissent de la cause, etc.
Donc il y a des experts qui disent, mais de toute façon, la Californie, d'où voulez-vous qu'elle déclare son indépendance? Car je rappelle, sur le principe, normalement, tous les États qui ont signé donc, pour intégrer l'Union ne prévoit aucune sortie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas sortir de l'Union. Donc déjà le fait que vous ne pouvez pas sortir de l'Union, c'est-à-dire que le jour où vous avez des États qui vont essayer de sortir ou faire sécession, etc., normalement, l'État fédéral a la responsabilité de faire revenir dans le rang les États sécessionnistes. J'ai envie de dire, la guerre civile, comme on l'appelle ici aux États-Unis, qu'on appelle guerre de sécession en France, a été un peu ce problème. Puisque je rappelle, pour des questions de décision de l'État fédéral vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis du social et surtout vis-à-vis de l'esclavage, c'était une influence de lobby d'empires industriels du Nord qui voulait obliger les États du Sud à s'aligner sur, plus particulièrement concernant l'esclavage, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage, pour soi-disant réduire les inégalités de coûts d'exploitation sur le marché. Parce qu'il est vrai que les États du Sud, qui pratiquaient l'esclavage, eh bien, avaient une main-d'œuvre gratuite. Alors que les États progressistes du Nord, qui avaient pour la plupart aboli déjà l'esclavage, l'esclavage, du coup, ça n'a pas empêché qu'on continuait quand même à considérer le noir comme en servitude, mais c'était une servitude rémunérée. Donc ça, c'est ce qui a fait naître, on va dire, la sécession du Sud, c'est-à-dire que le Sud, les États du Sud ont considéré qu'ils n'étaient plus en accord avec les décisions de l'État fédéral du Nord, c'est-à-dire en l'occurrence Washington. Donc voilà comment ça a un peu pété. La guerre a fait que ce sont les nordistes qui ont finalement gagné. Donc si jamais demain il y a des États qui décident, des États, pas un seul, puisqu'il faut quand même qu'il y ait plusieurs États, sinon un seul État ça ne suffira pas, qui fassent sécession, on peut s'attendre à ce qu'évidemment l'État fédéral décrète l'urgence nationale pour dire maintenant ceux qui ont décrété la sécession ne sont pas des Américains, entravent ou portent atteinte à l'intégrité même de la Constitution. Et donc, on va débouler là-bas pour débouter, faire tomber le régime sécessionniste. Alors, en effet, aujourd'hui, quel est l'État qui est le plus évident de pouvoir, oser la sécession? Alors, vous m'avez dit la Californie. Alors, la Californie, c'est niette. Pourquoi ? La Californie est peut-être l'État qui produit le plus de PIB à l'échelle de la nation. Mais ce PIB n'empêche pas que c'est aussi un des États les plus endettés. Avec des politiques sociales, des politiques environnementales qui sont tellement assassines qu'aujourd'hui, si vous voulez vivre en Californie, et plus particulièrement dans les grandes villes telles que Los Angeles et San Francisco, je vous le dis tout net, il faut que vous gagniez minimum, strict minimum, $5 000 par mois. Et encore, avec $5 000, je ne suis même pas sûr que vous pouvez encore vous en sortir. Donc vous voyez, le coût de la vie en Californie est exorbitant. C'est pour ça que j'avais déjà parlé d'un certain exode qui se pratiquait depuis maintenant une dizaine d'années, d'une petite classe moyenne californienne, plus particulièrement des grandes métropoles, qui est en train de se barrer parce que leurs conditions de vie, leur art de vivre est complètement n'est plus possible. C'est-à-dire avec les rémunérations qui touchent là-bas, c'est pas possible. Et vous avez beaucoup de Californiens d'ailleurs qui s'exilent au Texas. Le Texas a cet avantage, c'est que c'est un des États où il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Je rappelle, aux États-Unis, vous payez vos taxes locales, c'est-à-dire les taxes de votre comté, vous payez les taxes d'État et les taxes fédérales. Et au Texas, il n'y a pas de taxe d'État sur le revenu. Pourquoi ? Parce que c'est un État qui, avec sa population, avec sa politique économique,
comme la Floride par exemple, la Floride qui est aussi un État très peuplé, mais du fait que c'est un État très peuplé, il arrive à faire rentrer de l'argent dans les caisses avec uniquement que les taxes. Donc il n'a pas besoin de pratiquer un impôt sur le revenu. Donc évidemment, c'est très attractif pour certaines compagnies américaines, californiennes, plus ou moins. Alors on se souvient de Elon Musk, par exemple, qui avait menacé, d'ailleurs je ne sais même pas s'il l'a fait, de quitter la Californie, comme un certain nombre d'entreprises. Je crois qu'il y a Oracle, par exemple, qui est dans l'informatique, qui elle, ça y est, elle est partie, je crois qu'elle est partie à Houston. Donc ce n'est surtout pas la Californie qui fera sécession. Elle n'en a pas les moyens. Elle est un État surendetté et c'est un État qui a besoin des aides fédérales. Surtout pour faire tourner le petit business. Parce que pour la petite anecdote, je sais que vous avez peut-être entendu parler de ce projet d'un train à grande vitesse qui aurait relié Los Angeles à San Francisco. Le chantier a duré des années, il a commencé à y avoir des scandales de corruption et on s'est rendu compte, et d'ailleurs c'est Donald Trump qui en avait balancé l'affaire, dans certains projets, les États fédéraux n'ont pas forcément, certains États n'ont pas les moyens d'investir dans certains domaines. Ce qui a fait par exemple que je crois que Obama avait investi presque 70 milliards de dollars dans certains États pour permettre à ces États de faire de la réfection, de la restauration de leur structure de communication, c'est-à-dire tout ce qui est autoroutes, ponts, génie civil, etc. Parce que l'état de certaines routes, l'état de certains ponts était tellement vétuste et manquait totalement d'entretien que malheureusement les États n'avaient pas les moyens d'assumer la restauration complète. Donc l'État fédéral a apporté une aide, tout comme Obama, par exemple, avait apporté une aide de plusieurs centaines de millions de dollars dans le Michigan aux sociétés de construction automobile pour sauver l'industrie automobile américaine. Donc, il existe aux États-Unis des principes d'aide, de subvention. Donc, la Californie ne peut pas s'empêcher de se couper de ces subventions. Et il y avait eu ce scandale, donc je vous disais, sur ce train rapide. Tout d'un coup, à un moment donné, Donald Trump, il a dit « Moi, j'en ai marre. On vous file des millions et des millions de dollars. Le chantier, il a un tel retard que c'en est presque suspect. » Et on s'est rendu compte qu'en réalité, les milliards de dollars qui avaient été investis pour ce projet, eh bien, il y a beaucoup d'argent qui sont partis dans la poche d'entreprises, de copains d'entreprises ou dans des prestataires, etc. Mais en réalité, pour des entreprises qui n'avaient absolument ni les moyens, ni les outils, ni les compétences pour pouvoir apporter leur contribution à ces chantiers. Et du coup, il y a quelques années, je crois d'ailleurs en 2017 ou 2018, je ne sais plus, eh bien le chantier, le projet a été arrêté, a été abandonné parce que trop d'affaires de corruption, de sous-table, d'argent fédéral qui ont fini dans les poches de gens qui parfois n'ont absolument rien donné ou rien produit pour ces chantiers, etc. Donc ça c'est un exemple d'autres problèmes qui ont eu lieu dans certains secteurs d'activité en Californie. Et puis la Californie, attention, c'est un État qui a un gros talon d'Achille, c'est l'énergie. Parce qu'entre les politiques progressistes, évidemment, écologistes, etc., il y a un moment donné où, oui, on va supprimer les centrales nucléaires. Oui, mais pour produire l'énergie que les Californiens ont besoin pour leur maison, pour leur air conditionné, etc., vous allez faire comment? Vous allez planter des éoliennes partout? Alors oui, il y a des gros champs de photovoltaïques qui ont été construits dans l'arrière-pays, de l'autre côté des montagnes, vers l'est, du côté derrière Los Angeles. Mais ce n'est pas suffisant. Et puis l'autre problème de la Californie, c'est l'eau. Il y a une guerre de l'eau avec certains États, avec certains de leurs voisins. Donc, la Californie est loin d'avoir résolu ses problèmes. Et pour résoudre ses problèmes, elle a besoin de l'État fédéral. Donc, d'ici là qu'elles disent oui, mais nous, on en a marre de l'État fédéral, puis Donald Trump, blablabla, donc on fait sécession. Mais je vous le dis franchement, la Californie n'a pas les moyens de faire sécession. A contrario,
du Texas. Le Texas est l'État, et ça c'est indiscutable, même ici aux États-Unis, le Texas s'arrête, ambulance. Parce qu'ici, on ne plaisante pas avec la priorité des ambulances et des voitures de pompiers. Qu'est-ce que je disais ? Oui, le Texas. Le Texas est, comme je vous l'avais déjà expliqué, je le réexplique, est le seul État des États-Unis de l'Union à avoir une réserve fédérale d'or physique. Le Texas possède peut-être dans sa culture la plus grande culture de fierté américaine. Le Texas, c'est l'État des cow-boys. Le Texas est considéré comme l'endroit où les camps militaires des Marines sont les plus efficaces. Alors même si les Marines dépendent de l'armée américaine, mais ça ne veut pas dire que demain, les Marines texans décident de se rallier à l'indépendance, à la sécession du Texas. Le Texas possède tous les outils de communication pour être autonome sur le plan énergétique, puisqu'ils ont le port de Houston qui peut accueillir tout le pétrole du monde. Ils ont un certain nombre de centrales nucléaires qui peuvent produire suffisamment d'énergie, etc. Donc, ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut. Et c'est pour ça que, en cas de sécession, pour rendre sérieux ou crédible la chose, eh bien, vous avez certains États qui sont des États conservateurs qui ont signé un accord de coopération avec le Texas. Donc, s'il y a des sécessions cohérentes, crédibles à entrevoir aux États-Unis, c'est bien le Texas. Le Texas sur lequel vient s'incrémenter potentiellement l'Oklahoma, le Dakota, le Wyoming, je ne pense pas, le Minnesota peut-être aussi, l'Arizona, je ne suis pas certain, le Nevada, non. Nouveau-Mexique, je ne suis pas sûr. Nouveau-Mexique est énormément hispanique, donc ils sont plutôt progressistes et pas tellement conservateurs. Donc, les États qui sont traditionnellement, historiquement conservateurs, si j'arrive à trouver une carte, je vous la mets ici pour que vous puissiez bien voir un petit peu, pour que ça soit bien concret. Et puis il y a cette affaire, la récente en effet, avec l'histoire de l'immigration, parce que le problème du Texas, c'est que le Texas est l'État qui est en première ligne sur l'immigration illégale. Tous les immigrés espagnols, hispaniques, plus majoritairement mexicains, passent par le Texas. Alors pour essayer de désengorger, en effet, ils passent aussi par la Californie. Alors la Californie, pareil. Vu qu'ils sont un petit peu progressistes sur les bords, que ça ne m'étonnerait pas, des fois ils laissent des immigrants. Mais le problème, c'est que le flux de migrants en Californie pose problème. Et va poser problème parce que la Californie voit sa démographie hispanique grossir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que la proportion d'émigrés ou d'Américains d'origine hispanique devrait inquiéter le blanc ou l'afro-américain californien. Alors surtout Californie du Sud. Donc, oui, si sécession il peut y avoir, c'est le Texas. C'est depuis le Texas que tout pourra naître. Les États de l'Ouest sont progressistes, ne s'aventureraient jamais à suivre le Texas. Ou peut-être essayer de faire une collusion pour faire sécession contre un État fédéral qui ne serait plus entre les mains du progressisme ou qui échapperait aux mains de ce qu'on appelle l'État profond. C'est-à-dire que si demain Donald Trump est élu et si demain il décide de faire ce qu'il n'a pas osé faire lors de son premier mandat, c'est de faire une chasse aux sorcières au sein même des institutions de l'État de l'Union,
de l'État fédéral, pardon. En effet, peut-être que là, la Californie, l'Oregon, l'État de Washington se ferait une coalition pour essayer de s'opposer à l'État fédéral sous les griffes de Donald Trump. Mais là, c'est du scénario très fantasque. Comme d'ailleurs, peut-être que beaucoup de scénarios que vous pourrez entendre, que vous pourrez voir, sont très fantasques. Comme je vous l'ai dit, les Américains, ils aiment le spectacle, les Américains, ils aiment faire le show, mais quand il s'agit de concrétiser ou quand il s'agit d'être réaliste, là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'est plus du tout dans un game sérieux. Ce qui est vraiment sérieux, oui, c'est potentiellement la capacité, je dis bien la capacité des Texans à faire peser dans la balance une sécession possible. Sinon, tous les autres États, de toute façon, font partie de l'Union et n'ont pas la capacité de jouer sécession. Même le Sud, aujourd'hui, s'il existe encore des tenants historiques d'une culture sudiste, elle n'est de toute façon que très marginale et puis de toute façon, elle ne s'opposerait pas dans le cadre d'une sécession aux États du Nord, du Nord-Est, c'est-à-dire les États progressistes. En revanche, il peut y avoir des conflits internes. Mais là encore, c'est compliqué parce que, comme je vous l'avais expliqué, on peut considérer que même si les Américains jouent la carte souvent du patriotisme, de l'Amérique, etc., ils n'en sont pas moins individualistes. Et d'ailleurs, je pense que le film qui va sortir très prochainement, qui aborde justement le sujet d'une sécession, alors pareil, hein, qui est complètement fantasmé, puisque là, je crois, dans la bande-annonce, à un moment donné, on comprend que c'est une sécession coordonnée entre la Californie et le Texas. Comme je viens de vous l'expliquer, la Californie et le Texas sont deux États complètement antagonistes, donc il est totalement impossible que ces deux États se trouvent un point commun pour lutter contre ou faire de la sécession. Ou sinon, se retrouver face à un État fédéral dictatorial qui est tombé entre les mains de la dictature ou tout comme ça. Là, en effet, peut-être que l'esprit patriotique des Texans et les moyens californiens pourraient éventuellement trouver un accord. Alors peut-être que c'est le sujet du film, hein, mais là, franchement, non. Je ne pense pas que ça soit le cas. Et d'ailleurs, dans le film, on le voit, et c'est déjà le cas aussi dans des films catastrophes, c'est qu'à un moment donné, l'idée patriotique et solidaire, alors il peut exister dans certaines communautés, mais en revanche, à l'échelle nationale, je dirais que c'est un petit peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein, et souvent d'ailleurs, dans les films catastrophes, ce sont les petites communautés qui se referment sur elles, qui essaient de survivre avec des moyens de subsistance qu'elles ont de façon locale. Pareil, dans la série Jéricho, il y a un moment donné où une petite ville à côté de Jéricho décide de faire la guerre à Jéricho pour lui piquer, évidemment, ses ressources. Donc vous voyez, à partir du moment où le système, c'est-à-dire la tête, est défaillante, la tête n'existe plus, au moment où vous coupez la tête finalement du système fédéral américain, ça peut devenir très rapidement le chaos et l'anarchie. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'une sécession, si vous voulez, ça paraît peu probable, ou alors il faut vraiment que l'État fédéral tombe très très bas, il faut vraiment que l'État fédéral finalement, ou par exemple, fasse faillite, qu'il y ait une faillite totale du système. Là, dans ce cas-là, en effet, peut-être que certains États inciteraient ou inviteraient d'autres États à reconstituer une forme d'union, alors peut-être en s'inspirant et en restant sous le principe de la Constitution américaine, mais virer littéralement l'État fédéral et reconstruire un système sur l'ancien. Donc, mais voilà, je veux dire, c'est des tas de probabilités qui peuvent arriver, mais je vous le dis, dans l'état actuel des choses, de toute façon, nous, on est séparés de vous par un océan. Les États-Unis, c'est un pays isolationniste. Donc, tant qu'au sein du pays, les Américains peuvent mettre de l'essence dans les voitures, peuvent consommer pour bouffer, peuvent regarder la télé, pour regarder les matchs de la FNL,
ou de la NHL, ou du baseball, où ils peuvent le week-end aller voir des courses de drugstore, de gros trucks, de machins, enfin les trucs très écolos en plus. Hein. C'est pas eux qui bougeront pour l'Europe. Hein. Au contraire, je vous l'ai dit, hein, si même le dollar venait à s'effondrer, le dollar n'aurait même pas le temps de s'effondrer au plus bas que les Américains feraient en sorte de flinguer l'Union européenne et de flinguer par conséquent l'euro. Et c'est très facile. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont un ascendant sur un pays en particulier qui, si il met en action ce pays pour détruire l'Union européenne, c'est terminé, c'est game over. Et ce pays, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne et la France étant les deux piliers de l'Union européenne, si l'un des deux quitte l'Union européenne, c'est fini. Il n'y a plus d'Union européenne. L'euro disparaît, chacun reprend ses monnaies, et puis basta. En sachant que si vous flinguez l'euro, et que par conséquent la France reprendrait, je ne sais pas, par exemple le franc, bon. À votre avis, tous les pays de l'Union européenne, pour leurs échanges internationaux, avec quelle monnaie ils vont travailler ? Hein, vous savez, le panier international, le yen, la livre sterling, le dollar, l'euro, et j'en ai oublié ça, le yuan chinois. J'ai confondu yen japonais et yuan chinois. Donc ce sont les 5 monnaies. Bon, si l'euro disparaît, terminé, il n'y en a plus que 4, vous croyez que les pays de l'Union européenne vont fonctionner avec du yen ou même de la livre sterling ? Non, ils vont fonctionner avec du dollar américain. Donc c'est pour ça. Les Américains veulent la soumission des pays d'Europe par l'intermédiaire d'un truc qu'ils ont réussi à plus ou moins téléguider à distance depuis 70 ans, qui est l'Union européenne. Mais s'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus d'ascendant sur l'Union européenne, que l'Union européenne c'est un échec parce que vous en avez qu'on fait des conneries, parce que ça part dans tous les sens et que ça génère plus d'animosité que d'intérêt de la part des peuples, des pays membres européens, bah les États-Unis vont se dire nous on a plus d'intérêt à flinguer l'Union européenne et de revenir aux vieux principes en sachant que tous ces pays-là vont fonctionner dans leur commerce extérieur en dollars. C'est simple, c'est mathématique. Donc, alors pour terminer, est-ce que Donald Trump peut provoquer une sécession de certains États ? Non. Parce que même si les démocrates, si les Américains progressistes font ouin-ouin, de toute façon, comme je vous l'ai dit, de toute façon, ils sont pieds et poings liés dans une société de consommation, avec parfois pour beaucoup d'entre eux de l'endettement. Donc, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent être en colère contre Trump, détester Trump, etc. De toute façon, ça ne va pas les empêcher de continuer à vivre. Il y a bien que les jeunes étudiants ou jeunes américains lavaient du cerveau dans des associations, etc. pour aller manifester, foutre le bordel dans les grandes villes. Mais de toute façon, les grandes villes, aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui sont malades. Parce que le phénomène BLM, les émeutes, etc., ça a fait pas mal de problèmes. Et puis la pandémie, qui a poussé les entreprises à pousser leurs employés à travailler chez eux et qui se sont dit finalement, financièrement, on s'y retrouve. Pourquoi louer des locaux au mètre carré tellement cher dans des centres-villes, dans des tours qui sont hors de prix ? Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a certains qui veulent, il y a des promoteurs immobiliers d'ailleurs dans certains États qui essaient de faire pression sur les États pour obliger ou faire passer des textes, pour obliger les entreprises à faire revenir les salariés dans les bureaux. Parce que les promoteurs immobiliers qui ont des buildings de bureaux, ils sont en train de perdre de l'argent, tout simplement. Donc pour revenir à votre question sur quel pays, quel État pourrait faire sécession, etc. Donc voilà, je vous le dis, vraiment dans le pire des cas, si un État doit faire sécession, c'est le Texas. Il n'y a qu'eux qui ont
qui ont les reins solides et qui peuvent être suivis par d'autres États pour faire sécession et s'opposer à l'État fédéral. Même si là, actuellement, il y a une opposition contre l'État fédéral. L'État fédéral qui dépend de l'administration qui est en place, en l'occurrence, actuellement, celle de Biden. Celle de Biden qui veut ouvrir le robinet de l'immigration, sauf que le Texas, il en a marre de voir débouler des dizaines de milliers d'émigrés, parce que ça pose des problèmes de sécurité déjà, puisqu'il y a des Américains, des Texans qui sont relativement racistes et qui détestent les Latinos, que les Latinos font du dumping social, donc piquent le boulot dans certains secteurs des Blancs, voire des Afro-Américains. Ce que je dis sur la Californie, par exemple, je dis ça, je dis rien, mais en Californie, vous avez beaucoup d'Afro-Américains qui se font piquer leur boulot par des Hispaniques, parce que les Hispaniques sont plus chers, voire peut-être au même salaire, mais que les Hispaniques sont plus productifs. Enfin, je dis ça c'est une réalité de terrain que j'ai vue, que j'ai observée par moi-même. Après, certains peuvent contredire ça, moi je constate ce que je vois. Je pense que j'ai rien oublié sur la question, mais encore je vous dis, Donald Trump, il peut être élu demain, ça va faire pleurer dans les chaumières, ça risque de provoquer des émeutes dans certaines grandes villes, mais ça ne changera pas grand-chose. Au contraire, ça risque de poser des problèmes dans les États bleus, c'est-à-dire dans les États progressistes, et plus particulièrement les grandes villes progressistes, qui sont déjà confrontées à des problèmes de par leur politique sociale, idéologique, etc. Enfin voilà, c'est même New York. Il y a certains coins de Manhattan aujourd'hui qui sont en train de se désertifier de commerce. Parce que, voilà, c'est devenu un bordel, quoi. Je reviendrai peut-être sur le sujet avec d'autres détails qui me reviendront de par l'actualité, etc. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo avec, j'espère, aucun problème technique. Portez-vous bien et à très bientôt.